Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous exposer s'il est important, nécessaire, obligatoire pour vous d'être un expert des travaux. Mais avant tout, si vous ne nous connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, 39 ans. Ancien chef d'entreprise dans le bâtiment, donc j'avais 22 salariés dans mon entreprise, expert dans les travaux, et aujourd'hui je vis pleinement de mes revenus locatifs. Je suis accompagné de ma chérie. Exactement, Maud, 40 ans. Anciennement conseillère en gestion de patrimoine, il y a peu j'étais encore salariée, donc j'ai décidé de tout arrêter, de passer le cap, d'être purement entrepreneuse et investisseuse, d'être pleinement dans nos investissements et de gérer nos business. Et on n'oubliera pas également qu'on est à la tête d'une tribu de 3 enfants, donc ça demande une certaine organisation. Voilà, il n'y en a pas un qui veut reprendre le flambeau, donc forcément ça demande... Peut-être. C'est pas fait. Si, c'est pas fait. Bon, après, on ne sait pas comment ils évoluent. Hein. Exactement. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, on vous laisse le faire dès maintenant. C'est la minute publicité. Vous connaissez, le pouce en l'air, vous abonnez, la cloche, tout le monde est content. Et on est tous heureux. Donc, bienvenue sur cette vidéo où, effectivement, on va vous parler de ça. C'est une question qui revient assez régulièrement, pour ne pas vous le cacher. Beaucoup de personnes se disent, on vous voit faire. Vous faites quelques travaux vous-même. Est-ce que si j'achète dans l'immobilier et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travaux, parce que j'ai compris que pour faire une plus-value, eh ben, il faut acheter avec des travaux. Sinon, en général, si vous achetez un logement qui est fini, et c'est justement l'origine de cette vidéo, en général, c'est le vendeur qui va faire la plus-value, mais pas l'acheteur, puisque les travaux sont totalement faits. Exactement. Reprenons la vidéo du démarrage. Quand vous êtes dans l'immobilier, il y a plusieurs manières de faire une plus-value. Vous pouvez, si vous êtes un bon négociateur, acheter beaucoup moins cher que le prix du marché, et vendre au prix du marché. On connaît des gens qui font ça, ça marche très très bien. Imaginez un bien qui est prévu à 300 000 euros, vous arrivez à le négocier à 270 000, vous le remettez en vente sans rien faire à 300 000 et vous faites une plus-value. C'est très rare, c'est compliqué, il faut avoir des grosses compétences pour pouvoir le faire. La deuxième manière pour gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est simplement d'acheter un bien où il y a beaucoup de travaux à réaliser et faire les travaux pour créer la plus-value. On peut imaginer un corps de ferme, un plateau que l'on vient diviser, un appartement à refaire complètement parce qu'il est dans son jus. Vous faites faire les travaux, vous le revendez. Et c'est là où on va appuyer sur la vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être un expert en travaux pour pouvoir maîtriser l'opération? Non, du tout. Alors déjà, par exemple, moi, je ne suis pas du tout experte en travaux. Alors j'ai des bases, forcément, à force d'acheter des biens et d'avoir des travaux, forcément, je suis confrontée aux problématiques. Et justement, grâce à ça, ça me permet aussi beaucoup d'apprendre. Alors, il faut savoir que je me permets de te couper. Je me permets. Ouais. Il faut savoir qu'avant de se rencontrer, Maud, elle avait déjà investi dans l'immobilier. Elle avait acheté un appartement, il y avait des travaux à réaliser et honnêtement, elle ne se connaît pas du tout en travaux. Non, à la base, je suis une quiche, soyons clairs, je suis une vraie quiche. Mais du coup, j'ai amélioré mes compétences dans les travaux. Maintenant, sincèrement, je ne cherche pas à être une experte des travaux parce que c'est pas mon truc. Et on va dire que là, c'est plutôt la partie de Laurent. J'ai pas du tout de valeur ajoutée à développer mes compétences dans les travaux. Maintenant, d'avoir des bases, c'est important. Alors effectivement, c'est important. Moi, j'ai plus que des bases dans les travaux puisque je maîtrise pas mal de corps de métier pour les avoir pratiqués à la fois dans des bâtiments industriels, donc le tertiaire, à la fois dans des bâtiments particuliers. Et j'ai même envie de vous dire que ça peut être une contrainte plus qu'un avantage. Pourquoi ? Le fait de connaître tous les travaux et le fait surtout de savoir les faire soi-même va vous pousser dans un réflexe de passer du temps sur vos chantiers pour pouvoir suivre et pouvoir les faire. Malheureusement ou heureusement, appelez-le comme vous voulez, on n'a pas tous les mêmes compétences et généralement notre secteur où on est le meilleur n'est pas forcément celui à réaliser des travaux. Auquel cas, ça m'arrive, je vous le dis, de faire des travaux parce que j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite, parce que les artisans ne sont pas là. Et aussi parce que tu aimes ça. Alors moi j'adore ça, je kiffe. Il adore faire les travaux. Je kiffe, mais dans une résidence principale c'est top, mais dans du locatif forcément, le temps où je vais passer à faire des travaux fait que je ne vais pas passer du temps à chercher un nouvel immeuble, à avoir un financement ou alors faire un casting pour mettre des locataires dans les appartements. Donc clairement, en essayant de gagner du temps, je vais en perdre du temps. Donc votre rôle à vous, c'est pas de maîtriser tous les travaux et d'aller sur YouTube et de prendre tous les tutos pour savoir comment on pose un carrelage en grès, cérame émaillé en 2 couches de façon à ce que vous puissiez comprendre et le faire vous-même. Mais l'idée, c'est au contraire que vous le fassiez faire. Par contre, là où on va passer beaucoup de temps, c'est que
On ne demandera pas que vous soyez un expert, c'est un fait. Par contre, on demandera à ce que vous sachiez ce que vous voulez, que vous sachiez suivre les travaux par contre. Exactement, d'être un peu le chef d'orchestre. Et puis d'ailleurs, les artisans, ça va les rassurer de vous voir de temps en temps sur les chantiers. Alors nous, on procède comme ça parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte, même quand on n'était pas là pendant un moment, les chantiers n'avancent pas de la bonne manière ou alors il y a des grosses erreurs qui ont été faites, en tout cas pas ce que l'on a demandé. Donc c'est vrai qu'on y est de façon très récurrente. Donc ça sous-entend quand même d'avoir un petit peu de base sur la certaine maîtrise, mais c'est surtout de savoir ce que vous voulez. Alors si on ne vous demande pas de faire des travaux, qu'est-ce qu'on vous demande? On va vous demander de trouver des artisans, ce qui n'est pas facile. Donc faire le casting, donc convoquer des artisans sur place et d'avoir des devis. Des artisans qui vont vous proposer des choses, qui vont aller avec vous en accord et en désaccord. Car si vous n'avez qu'un artisan qui est en accord avec vous, c'est que clairement il n'y connaît rien et derrière il va sûrement faire du mauvais travail. 2, ça va être de demander toutes les assurances et les attestations auprès des artisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un artisan qui vient, il y a plusieurs statuts. Auto-entrepreneur sans TVA, statut SARL, SAS, SASU, EURL, où là on va avoir de la TVA. Et là, pour le coup, l'idée, c'est de demander les attestations pour voir si les artisans sont bien à jour de leurs assurances. Parce que si demain, il y a un problème, que vous ayez cette capacité de pouvoir vous retourner. Il faut savoir une chose, c'est qu'un artisan qui cotise, donc il a une assurance, une garantie décennale. Si demain il vient déposer le bilan après votre chantier, vous pourrez tout de même vous retourner sur cet artisan parce que vous allez vous retourner sur son assurance qui elle est toujours là. Donc à l'instant T, s'il est assuré, si les dommages arrivent dans 4 ans, 5 ans, 6 ans et qu'il ne fait plus partie du secteur, vous pourrez tout de même faire marcher l'assurance. C'est la deuxième chose qu'on va vous demander. La troisième chose, ça va être de gérer les réunions de chantier, c'est-à-dire de demander aux artisans de se déplacer pour faire le point avec eux. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'on est à 10% des travaux, 40, 50, 80, 100% pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on en est et continuer à mettre en place une certaine pression sur ces artisans pour que votre chantier avance. J'étais à mon compte dans le bâtiment. Je peux vous dire que quand on est débordé de travail, où est-ce que l'on va? Sur quel chantier? Simplement là où le client gueule le plus fort. Ça marchait comme ça. C'est-à-dire que si vous avez 3 clients, 3 chantiers et que vous avez 2 salariés avec vous, il y en a un qui gueule, les autres qui disent « ouais, bah, c'est bon, on a le temps », vous allez aller terminer celui qui gueule. Votre rôle à vous, c'est ça, de vous imposer votre patte pour que tous les artisans travaillent. La dernière chose qu'on leur demandera, et ça c'est toi qui le gères, c'est la partie financière et de valider les virements pour tous les artisans. Exactement, donc c'est surtout d'être assidu dans le paiement de vos artisans. C'est comme ça aussi que vous allez les tenir et c'est comme ça aussi que vous les ferez revenir et vous les fidéliserez. Parce que quand on a des bons artisans, il faut vraiment bien les garder parce que c'est pas forcément simple à trouver. On a déjà testé à vouloir justement déléguer une partie des travaux avec des artisans qu'on ne connaissait pas. C'était du bouche à oreille et au final ce fut quand même assez catastrophique. Si tu vois l'exemple dont je parle, il a fallu aussi reprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est important et bien évidemment, en effet, de bien tenir à jour les paiements par rapport aux artisans. Exactement. Vous en savez donc déjà beaucoup plus sur le fait de savoir si c'est vous qui devez faire les travaux ou si ce sont les artisans. Donc rassurez-vous, si vous n'y connaissez rien, c'est même plutôt un avantage car vous ne serez pas tenté à le faire. Si ce genre de contenu vous intéresse, sachez qu'on a créé une formation pour vous juste en bas dans la description. Exactement, donc une formation sur les travaux. Donc les basiques jusqu'au plus confirmé, mais en tout cas ça vous permettra d'appréhender cette partie qui revient, mais vraiment je pense la plupart du temps on a beaucoup de retours sur les travaux. C'est souvent un frein sur beaucoup de personnes qui justement à cause de ça ont du mal à avancer. Donc on s'est dit, et ben voilà, la formation elle est là pour vous aider et vous verrez que vous appréhenderez les travaux différemment. Quand est-ce qu'on met du placo hydrofuge? Quand est-ce qu'on choisit une peinture satinée, mate ou brillante? À quel moment on met un radiateur à inertie sèche ou à fluide? Si vous n'avez pas une des 3 solutions à ces questions, c'est que l'information est forcément faite pour vous. En attendant, on vous souhaite de bons investissements. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bon investissement à tous, à bientôt. Bye Ciao, bye. ciao.